Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Veto du mois. Chez Vet Masterclass, nous avons à cœur de vous accompagner dans votre quotidien de vétérinaire, mais aussi de manager ou simplement de vous faire découvrir de nouvelles inspirations. Le Veto du mois est pour nous un moment partagé avec des vétérinaires emblématiques de la profession. Un moment pour essayer de décrypter ensemble le parcours d'un invité, sa vision de la profession, des anecdotes, des conseils ou encore des difficultés rencontrées. Bref, partagez le temps d'une interview, l'expérience de vétérinaires inspirants, des rencontres conviviales, comme si nous étions dans votre salon au coin du feu. Aujourd'hui, nous accueillons pour ce deuxième épisode du Veto du mois une vétérinaire animée par sa passion du cheval et son envie d'apprendre de tout. Nous allons vous faire découvrir le parcours riche mais aussi atypique de Sophie Paul. De la découverte du long chemin dans le métier de vétérinaire à sa carrière d'excellence d'aujourd'hui dans le célèbre laboratoire Boehringer Ingelheim, en passant par la création de sa propre clinique. Olivier Geffroy vous emmène dès maintenant à la rencontre de Sophie Paul. Bonjour Sophie, je suis ravi de ce petit moment que nous allons passer ensemble. Merci de nous accueillir dans ta belle maison. Non, c'est cool. Bon, donc... Eh bien, c'est toi notre invité veto du mois pour ce mois. Quel honneur. Et si tu veux bien, je te propose qu'on passe un petit peu en revue ton parcours. Donc, j'ai envie de te dire, comment était la petite Sophie et qu'est-ce qui a fait que cette petite Sophie s'est destinée à devenir vétérinaire ? C'est une bonne question. Alors, ça remonte à très loin, puisque j'ai retrouvé un cahier de maternelle où j'écrivais que je voulais devenir vétérinaire. Voilà, et puis après, bien sûr, l'amour des chevaux qui m'a conduit à ce beau métier. D'accord, donc d'emblée, c'était vétérinaire équin, c'était clair pour toi? J'ai hésité un moment entre médecine et véto. Et puis, la classe prépa me plaisait, le principe de la classe prépa me plaisait plus. Et puis, oui, j'étais cavalière, baignée dans les chevaux. Donc, oui, ça s'est vite dessiné, clairement. D'accord. Mais en fait, tu voulais être vétérinaire avant d'être cavalière, parce qu'en maternelle, tu étais déjà cavalière en maternelle? Non, j'ai commencé très jeune, mais effectivement, on était entouré d'animaux, de chiens essentiellement. Et puis, très jeune quand même au contact des chevaux, effectivement, en famille. Il y avait voilà. Cet amour de l'animal d'abord, et puis après, le côté cavalier a pris le dessus. Très bien. Où est-ce que tu as fait ta classe prépa? Nado, les cours Nado à Paris, cette institution remarquable par bien des côtés, de très bons souvenirs de la classe prépa, des profs, de l'ambiance. Bien sûr, parce que ça s'est soldé par la réussite au concours. Bah oui. Mais de beaux souvenirs. Un bon souvenir de classe prépa. Ouais. Bon, c'est bien. Et alors du coup, après, tu as fait Maison Alfort. Pas du tout. Pas du tout. Nantes. Ah École nationale vétérinaire de Nantes. D'accord. Ouais. Donc j'étais la 5e promo. Là, on a fêté nos 35 ans de promo le mois dernier. D'accord. Souvenir. Pareil, 4 ans de rêve. De rêve, si ce n'est que première année, dans les premiers cours, je descends l'amphithéâtre pour aller voir Monsieur Sevestre. Je lui dis comment devient-on vétérinaire équin? Et il me répond vous n'y pensez pas, mademoiselle, ça n'est pas un métier pour les femmes. Ok. Donc, c'était un petit peu compliqué, effectivement, de faire sa place en tant que femme à cette époque, mais j'ai trouvé les bons maîtres et j'ai réussi. Ça t'a pas découragé, en fait? Non, c'était une passion quand même chevillée. Hein. Et j'ai réussi. Je pense que pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus facile. Tu veux dire pour une jeune femme aujourd'hui? Oui. Et puis la formation a tellement évolué, enfin les possibilités sont immenses. Hein. Nous, c'était vraiment l'apprentissage. Ça se méritait, quoi.
Ça se méritait. Quels souvenirs tu gardes de ces années d'école? Quels sont tes souvenirs les plus marquants, on va dire? Bah, les copains. Les copains. Le fait d'être tous ensemble à Nantes, on quittait la famille, on quittait le monde très scolaire et on vivait notre jeunesse un peu l'insouciance de ces 4 années d'école avant de rentrer dans le dur. Et voilà, puis d'apprendre son métier, quoi. C'était fabuleux, quoi. Une belle époque. Et en sortant, tu te sentais prête pour le monde du travail en médecine ou il fallait un plan B? Alors, en fait, non, je n'étais pas prête du tout. On était quand même pas formés. J'ai eu la chance, alors je faisais un petit peu de canine à l'époque, et puis ça se fait toujours comme ça, par relation, de rencontrer, de travailler en tant qu'assistante l'été chez le docteur Rosas à Montpellier, qui connaissait très bien la femme de Monsieur Desbrosses. Et voilà, j'ai pu mettre un pied dans le temple et rencontrer Monsieur Desbrosses et être stagiaire chez lui très souvent. Donc là, j'ai beaucoup appris. Et parallèlement à ça, par d'autres connaissances, j'ai rencontré un vieux vétérinaire équin dans la Manche, Monsieur Piquant, qui était une personnalité aussi assez extraordinaire, qui n'avait jamais eu sa thèse. Et donc, je le conduisais en voiture, en 2 chevaux, à travers la Manche. Et il m'a tout appris, quoi. Fouiller mes premières juments, faire mes castrations. Il m'a tout appris parce que c'était vraiment difficile de rentrer dans le monde vétérinaire et de... Voilà, donc j'avais les deux, Monsieur Piquant et le docteur Desbrosses. 2 maîtres. 2 maîtres à penser, ouais. 2 maîtres à penser, qui ont été généreux avec toi. Voilà. Sur la formation, d'accord. Et alors, après, quelle était la suite du plan? Alors, la suite du plan, grâce à Monsieur Piquant, qui connaissait les talonniers de Cheffreville, du haras de Cheffreville. Monsieur Poisson, tu veux dire? Monsieur Poisson. Ah oui, ça c'est... Tu as connu Monsieur Poisson? C'est un sacré personnage, Monsieur Poisson. Donc, Monsieur Poisson m'a présenté au docteur Sorel, donc il n'avait jamais engagé aucune femme dans sa structure. Je me suis présentée, donc Monsieur Sorel m'a emmené faire un petit tour. On est allé à Cheffreville, justement, et il m'a dit, est-ce que vous voulez récolter un étalon? Pas de problème. Bon, j'avais passé ma licence de chef de centre juste avant. Donc voilà, j'ai récolté Giosco, le beau Giosco. Et puis c'était parti. Je mettais pied vraiment en tant que salarié dans le monde vétérinaire. J'ai passé une très belle saison de monte chez le docteur Sorel avec Aude Giraudet. À l'époque, on a passé 6 mois ensemble à apprendre à fouiller, faire des vulvos, s'occuper des poulains, enfin le paradis. C'est une très bonne école. Moi, je me souviens que Giosco, je l'ai vu saillir. Ouais. Je me souviens qu'il était très sage quand c'était Monsieur Poisson qui était là, et quand c'était des stagiaires ou le truc, il pouvait être très difficile. C'était assez rigolo de voir comme il était sous l'autorité de Monsieur Poisson. Ouais. Très bien. Donc, oui, une bonne formation à la normande, on va dire. Et après, les choses se sont enchaînées. Grâce au docteur Sorel, j'ai pu aller à Grosbois. Donc, j'ai travaillé avec Richard Corde quelques mois à Grosbois. Donc, changement d'ambiance. Là, c'était plus l'anesthésie, les chevaux hospitalisés, quelques visites. Donc, ça, c'était une belle expérience aussi dans ce lieu magique qu'est Grosbois. Et puis après, j'ai fait diverses choses à droite, à gauche, en Normandie, chez le docteur Wittmer. Puis après, j'ai failli m'installer à Nogent-le-Roi. Et puis après, rétropédalage, on a changé de plan. Et puis on a décidé avec un copain d'école de s'installer à côté d'Angers, en canine équine, à Beaucouzé. Voilà. Pas très loin de chez moi, c'est comme ça qu'on s'est connus finalement. Ouais, c'est ça. À l'époque, moi j'étais sur le Lion d'Angers. C'est ça. On faisait quelques gardes en commun. On s'était un peu retrouvés à un congrès de la VEF. C'est ça. À Bordeaux, dans cette année-là. Bon, j'y suis passé aussi, c'est comme une aventure de s'installer.
poser sa plaque. Ouais. Son premier client. Ouais. Alors, il y a le premier client et le dernier client, en ce qui me concerne, quand j'ai fermé la porte de ma clinique. Et on s'en souvient. Voilà, oui, c'est une belle aventure que de poser sa plaque et de... Après, une aventure mouvementée, mais une belle aventure. Et quand tu t'es installé, tu t'étais fixé un peu des objectifs précis ou tu voulais développer certaines compétences plus particulièrement? C'était quoi un petit peu le plan? Alors moi, j'ai jamais eu beaucoup de plans, ouais. mais j'étais passionnée de gynéco et de néonat, donc je tenais vraiment quand même à continuer de faire beaucoup de gynéco. Et puis après, faire une médecine généraliste, essayer de s'améliorer dans tous les domaines, quoi. Médecine interne, orthopédie, j'ai suivi tous les EPU consciencieusement de Francis et Jean-Marie, d'abord à Alfort, puis au Ciral. Donc j'avais quand même une grosse activité d'orthopédie, et puis la médecine générale. Et voilà, on se situait vraiment dans ce créneau-là, on s'arrêtait aux portes de la chirurgie. D'accord. Et pour toi, ça reste une discipline noble, ça reste une belle discipline, la médecine générale, tu penses que... Moi, j'ai adoré, parce que il fallait quand même développer ses compétences dans tous les domaines, et il fallait être capable d'aller faire des visites de routine, de vaccins, qui sont pas si de routine que ça, mais qui sont toujours intéressantes aussi avec le relationnel client, les centres équestres, et puis après partir en urgence sur des plaies, des coliques, revenir à la clinique, faire de la respi, des examens de boiterie. Moi, j'ai aimé cette variété, cet éventail très large et pas se cantonner à une discipline. Alors, à contrario, c'est parfois frustrant parce qu'on ne peut pas être au top dans toutes les disciplines, mais justement, c'est bien d'être accompagné, d'avoir des vétos comme toi à qui on pouvait passer le bébé quand ça n'allait pas, quand on avait atteint notre limite. Voilà, moi j'ai adoré être généraliste, ouais. Et à l'époque, tu faisais aussi un peu de canine? Alors ça, c'était à Beaucouzé. Et puis après, j'ai eu du mal, moi, à jongler avec les deux activités. Et donc, on est resté une petite quinzaine d'années, je crois, à Beaucouzé. Et puis après, on a déménagé à Avrier. On s'est associé avec ton ancienne associée, Roland Cornoux, suite à tes conseils. D'ailleurs, ça, c'était un retour de l'AVEF Paris. Je ne sais pas si tu te souviens. Et voilà, et là, ça a mis une nouvelle dynamique, c'était vraiment bien, quoi. On a reconstruit une clinique, on pouvait hospitaliser avec des pistes d'orthopédie, la gynéco, le box de néonat, et c'était une autre belle aventure. Très bien. Et donc, suite à ça, alors j'ai l'impression quand même que tout au long de ce parcours, puis on s'est quand même un petit peu côtoyé, que ça a toujours été très important pour toi, l'aspect formation continue, continuer à progresser, etc. Alors, je vois bien que c'est aussi un côté un peu perfectionniste, où tu as à cœur de livrer quelque chose de bien. Mais bon, j'ai entendu récemment que la plupart des médecins généralistes, mais il y a peut-être un parallèle chez les vétos, après 5 années, ils renoncent un peu et finalement il y a une stagnation du niveau. En moyenne, un médecin au bout de 5 ans, sauf les chirurgiens, ils sont peut-être tenus pour un tas de raisons de continuer à se former, mais en moyenne au bout de 5 ans, il y a une forme de plafonnement. Et alors c'était quoi ta stratégie toi pour te former et quelles sont celles que tu as trouvées les plus payantes, on va dire? Oui, alors en fait, quand on débute, on se rend compte qu'on ne sait rien du tout. Et puis, on sort de l'école. Et vraiment, c'est tous ces apprentissages avec les confrères. Tu en as fait partie quand tu étais là avec nous à Beaucouzé. Le compagnonnage, qui est vraiment quelque chose de super important. Et puis après, les congrès. Les congrès de la VEF, moi j'aimais beaucoup ça. On repartait de là hyper boosté avec
beaucoup de connaissances nouvelles. Tous ces EPU de Francis Desbrosses et Jean-Marie Denoy qui étaient formidables. En orthopédie, on a bénéficié d'une formation exceptionnelle. Moi, c'est vrai que j'ai été motivée toute ma vie d'aller toujours de l'avant et de progresser et de confronter ça avec les confrères. Je pense que c'est un métier tellement difficile qu'on ne peut pas rester seul et qu'on a besoin de gens qui nous aident, qui nous inspirent et qui nous font progresser. Ouais. Super. Et non, mais c'est bien, bravo, hein, bravo pour ça, parce que ça demande du temps, de l'énergie, de l'argent aussi. C'est un parcours de se former, donc ça veut dire qu'il faut en avoir fait une priorité importante de son quotidien. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est se former, se reconfronter à ces cas cliniques, au réel, repartir, progresser, revenir et d'échanger tous ensemble. Moi, j'ai vraiment apprécié après que quand toi, tu es venu tu nous as rejoint quelque temps à Beaucouzé, puis après de travailler avec Roland, c'était vraiment, on discutait. Moi, j'avais vraiment besoin de ça, d'être dans l'échange. Alors, en même temps, tu as souvent été collaboratrice dans la presse. C'est quoi? C'est une façon de se former aussi, ou c'est quelle place ça prenait dans ton quotidien? Alors, tu as complètement raison. Je travaillais pour la semaine Veto. Alors déjà au départ, parce que ils m'envoyaient, j'avais des places de congrès gratuites. Et je devais faire des comptes rendus. Puis moi, je suis quelqu'un de très scolaire, donc j'avais besoin de me replonger dans mes notes, dans les cours, et de resynthétiser. Ça me permettait d'assimiler. Donc, en fait, j'alliais l'utile à l'agréable et j'écrivais des petits articles, des comptes rendus. J'ai toujours aimé ça, ouais, tout à fait. Du coup, ça te mettait ta petite deadline, on va dire, aussi dans ta vie trépidante quotidienne. Ouais. Bon. C'était bien. Alors, c'est quoi je dirais comme ça, brûle pour point, les bons souvenirs de cette vie de vétérinaire généraliste angevin avec... Alors, c'est d'abord le soin, la proximité, m'occuper de chevaux. Là, j'avoue que c'est la chose qui me manque actuellement. Être vraiment dans le soin. Moi, j'ai un rapport, comme beaucoup de véto-équins, assez particulier avec les chevaux, les poulains, l'ambiance de gynéco, sentir, être proche de cet animal. Et puis, surtout, moi, ma gratification, c'était de les soigner, quoi. Tu reçois un cheval qui va pas bien et puis grâce un peu à toi, il va mieux. Un poulain qui arrive complètement flat fall, qui t'aide plus, qui est couché, et c'est le challenge. Et quand ils repartent sur leurs quatre pieds, ça a été vraiment quelque chose de fabuleux. Le rapport avec certains clients, il y a des clients très fidèles avec lesquels la confiance s'installe. Ça, c'est quelque chose de très gratifiant. Voilà, je pense que c'est ça essentiellement. Et il y aurait un nom de cheval, un cheval comme ça, à brûle pour point, un cheval un nom d'un cheval qui te revient à l'esprit sur cette relation particulière qu'on peut lier au... Alors, un nom, un cheval, peut-être pas, mais moi, c'est les poulains. Dont je me souviens, qui arrivaient dans le camion. Roland me les envoyait souvent. Il me disait, tiens, Sophie, t'es à la clinique, tu peux réceptionner. Et puis moi, j'habitais à côté, donc ils étaient hospitalisés. Donc les nuits, c'était un peu dur quand on n'avait pas de stagiaire, les biberons toutes les 2 heures, mais aller changer les perfs, regarder mes poulains, voir des petits signes d'amélioration, traire la mer, etc., etc. Puis quand ils repartaient... en gambadant, c'était... magique. Magique. Comme tu dis, la gratification. Ouais, c'est bien. Tu nous en as un petit peu parlé, mais bon, pour toute cette période, quels ont été tes mentors? Et qu'est-ce que tu pourrais, on va dire, qu'est-ce que tu pourrais en dire pour des jeunes vétérinaires qui nous écoutent? Alors donc j'en ai eu 3, Monsieur Piquant, le docteur Desbrosses et donc toi-même. Ça nous aide à prendre confiance en nous.
parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui manque cruellement aux jeunes vétos, notamment les jeunes femmes, où on manque d'assurance. Et Monsieur Piquant, lui, il était quand même assez exceptionnel. Il m'a donné confiance pour m'installer, pour créer ma clinique. Il me disait, vous y arriverez, mademoiselle Jean-Jean, vous y arriverez. Donc ça donnait du boost. Et je pense que sans ces personnes-là qui nous aident, qui sont à côté de nous, pour moi, ça n'aurait pas été possible. Donc j'ai beaucoup de gratitude aussi envers ces 3 personnes, parce que c'est ça qui m'a permis de pouvoir faire mon métier, quoi. Est-ce que tu as l'impression qu'à cette époque-là, c'était peut-être plus facile, on va dire, d'aborder un vétérinaire ou de... Est-ce que maintenant, oui. Par rapport dans cet échange. C'est une question. Est-ce que en fait aujourd'hui, on va dire la médecine équine a perdu un peu de sa convivialité, où les rapports sont moins directs et c'est peut-être plus compliqué de se faire mentorer ou... Je ne sais pas. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont démotivés au bout d'un moment, pour pas mal de raisons que je comprends très bien. Nous, c'était... on le vivait comme une chance, quoi, et vraiment un honneur de pouvoir exercer ce métier, vraiment. Donc, et on trouvait des personnes ressources, hein, et c'était très précieux. Ouais. Et alors, quel conseil tu leur donnerais à ces jeunes vétérinaires qui sortent aujourd'hui de l'école et qui envisagent la carrière, on va dire, ou peut-être pour certains avec des doutes sur leur motivation, même si on voit encore aujourd'hui des jeunes gens passionnés, mais... surtout de ne pas rester seul. De ne pas rester seul, hein, de travailler en équipe. L'humain, c'est le plus important, hein, dans nos métiers. De ne pas s'épuiser à la tâche. Et ce conseil que tu m'avais donné quand on était à Beaucouzé lors de nos conversations à bâton rompu, de dire qu'on pouvait être véto-équin, mais avoir une vie à côté de son métier. Ça m'a beaucoup aidé également, parce que c'était ça, hein, il fallait concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille. Voilà, et il faut essayer et de concilier les deux, c'est ça le conseil. Et dans cette vie trépidante de vétérinaire, c'était quoi ton oxygène ? Alors, mon oxygène, c'était mes enfants, ma famille, bien sûr, même si c'était trépidant aussi à ce niveau-là. Oui. Mais oui, voilà, moi, c'est ma vie de famille qui me ressourçait, mon mari qui m'épaulait énormément, même s'il n'était pas véto, mais il vivait toute ma vie professionnelle avec moi. Et puis après, c'était de monter à cheval. Voilà, pour s'oxygéner un peu, d'avoir une autre relation. Voilà, ma famille et ma maison aussi, où était installée ma famille, c'était mes échappatoires. Très bien. Donc, voilà, après, combien d'années tu as été véto-praticien 29 ans. 29 ans, tu vois, on voit que c'est précis, évidemment, c'est quelque chose de très important. Et puis finalement, tu changes de vie. Alors, quelles ont été les motivations ? Comment on devient de véto-praticien ? Comment on devient un véto du côté labo ? Alors, moi, c'est cet accident de vie qui a représenté le décès de mon mari. Et là, effectivement, je ne me sentais pas le courage de continuer toute seule. Ce qui commençait à me peser, c'était effectivement les gardes, les relations avec certains clients qui sont pas toujours faciles. Enfin, tous les soucis d'une clinique véto. Moi, j'aurais adoré n'être que vétérinaire traitant soignant et ne pas m'occuper de la compta, le personnel, les impayés, enfin la litanie qu'on connaît. Donc là, je me suis dit, non, ça va être trop dur de continuer comme ça, toute seule. Et c'est les hasards de vie. À ce moment-là,
J'ai eu Sonia au téléphone qui me disait qu'elle quittait son poste de veto technique chez Merial. Elle m'a dit, bah tiens, tu devrais postuler. J'ai postulé, ça s'est fait très vite et voilà, j'ai pas regardé en arrière, j'ai sauté dans le train. Et... La synchronicité était là. Ouais, incroyable. Une perspective au bon moment. Voilà. Et on me dit, t'es courageuse, c'est pas du courage, c'est hop, l'occasion qui se présente et bon, je devais être prête, hein, j'étais prête. Hein. Et puis j'ai toujours aimé ce côté, j'avais donné aussi beaucoup de formations dans le cadre de la SNGTV, un peu à la VEF, donc j'aimais ce côté fouiller dans la biblio. Moi là j'ai un métier au niveau technique qui me plaît énormément. Je peux faire pendant des heures de la biblio, écrire des articles, faire de la formation, donc ça me convient également très bien. Donc tu te sens toujours les deux pieds dans ton métier de vétérinaire équin. Tout à fait, tout à fait. Et puis quand je vais à la rencontre des vétos, que j'espère pouvoir leur apporter des choses, là, ça me remplit aussi, je suis contente, quoi. Donc il y a ce côté très réseautage, on va dire, quand on bosse avec les labos, qui permet de voir beaucoup de confrères. Oui, alors c'est le côté très sympa, très sympa. Et puis on apprend toujours, c'est ça qui est... D'abord, je me promène, le terme peut-être mal choisi. Je vois beaucoup de confrères, je vois comment ils fonctionnent. Après, je me dis, j'aurais pu faire les choses différemment dans ma pratique. Et puis, ces échanges sont toujours hyper enrichissants, quoi. On apprend toujours des autres, donc... Non, c'est bien. La promenade, c'est bien, ça peut être un art de vivre. Hein, c'est vrai que c'est moins dur physiquement comme métier. Et puis, bon, je voyage beaucoup, mais c'est moins engageant. J'ai moins le contact avec la clientèle qui était parfois difficile. Là, les confrères, en général, sont charmants et on passe toujours des bons moments, quoi. Bon, il y a peut-être d'autres contraintes, mais sûrement un équilibre vie professionnelle, vie privée, qui est peut-être plus facile à arbitrer que... Oui, déjà plus les gardes. Alors, je travaille régulièrement en soirée, mais c'est programmé. Moi, ce qui était difficile pour moi pendant les gardes, c'était d'être chez moi, faire quelque chose, tac, on est dérangé, tac, le téléphone qui sonne. Ça, c'était dur. Je le vivais pas très bien sur la fin. Et... voilà, là, les choses sont quand même très programmées, au contraire de la clientèle. Donc, c'est plus facile la charge mentale est moins importante. Alors, tu sors de l'école aujourd'hui. Comment tu envisages ta carrière ? Moi, Sophie Paul. Oui. J'aimerais rentrer dans une grosse structure, avec beaucoup de vétos. Des vétos très spécialisés qui nous aident à progresser et peut-être me spécialiser, par exemple, faire que de la néonate et de la gynéco, parce que ça j'aimais bien. La néonate, j'adorais. Voilà, m'occuper peut-être que de une ou deux disciplines, être dans un gros groupe et qui fait qu'on a de la formation, on a des vétos avec qui discuter, des vétos qui nous font progresser et on a une charge de garde et moins importante. Et on ne s'occupe pas de la gestion de la clinique. Donc, au travers de ce que tu dis, est-ce que tu peux nous dire si tu as le sentiment que l'arrivée on va dire, de fonds d'investissement dans le paysage vétérinaire, ça te paraît être une bonne chose, et quelque chose qui va plutôt dans le sens de la capacité à développer ces grosses structures que tu appelles un peu de tes voeux Alors ça, je ne suis pas si sûre. Pas si sûre, parce que ce qui me plaisait quand même dans le métier de veto libéral, c'était quand même cette immense liberté. Cette immense liberté. On était quand même maître à bord, on prenait nos décisions. Je pense que avec ces grosses structures, peut-être que les vétos vont perdre de leur liberté. Et pour moi, c'est quand même l'essence même du veto libéral.
Mais finalement, est-ce que tu ne crois pas que dans un petit groupe à 3 vétérinaires comme tu étais, il y avait une liberté qui est déjà perdue si on est dans une structure où il y a 25 vétérinaires, même si sa structure est libérale, tu vois. Oui. Et à contrario, 3 vétos, c'est trop peu. C'est trop peu. À voir comment... C'est vrai que c'est une révolution dans notre petit monde. Hein. C'est une révolution. Oui, bien malin qui pourrait prédire exactement ce qui va se passer, mais c'est vrai que finalement, on a tous, je pense, des aspirations un peu contradictoires qu'on est obligé d'arbitrer, et je pense que finalement, tu as aimé ce métier de généraliste, mais il y avait quelque chose en toi qui aurait aimé être spécialisé. On voit bien comment, quand tu entends parler de la néonatologie, on sent bien que ça ne va plus, et c'est... Bon, finalement, on est toujours frustré quelque part, c'est sûr. Très bien. Si tu n'avais pas été vétérinaire, qu'est-ce que tu aurais fait? Eh bien, j'aurais été pédiatre à l'hôpital, tu vois, ça... Ah oui, d'accord. J'y ai souvent pensé quand je me disais, oh là là, toute l'énergie que j'ai mise dans mon travail, où parfois il y a des moments difficiles, je me disais, si j'avais été médecin à l'hôpital, je ne ferais que soigner les enfants et les bébés, je serais déchargée du reste. Donc voilà, tu vois, c'est pas très original. Quand même, ce goût du soin et ce goût d'aider ce nouveau-né à s'installer dans le vaste monde. C'est ça. C'est sympa. Je pense que c'est une discipline qui est sûrement difficile aussi pour les vétérinaires, mais aussi pour nos collègues, si on peut dire, pédiatres. Notre profession, elle a beaucoup changé, finalement, depuis l'époque où on sortait de l'école. Est-ce que tu pourrais nous dire comme ça des points qui te paraissent très améliorés, qui sont les points forts du métier d'aujourd'hui, et puis points où tu regrettes un peu l'évolution, ou des choses qui te paraissent moins favorables? Les points forts, c'est que les jeunes vétos sortent... ou peuvent se former très facilement. Ils sont quand même, il me semble, vraiment compétents quand même à la sortie de l'école. Moi, je vois quand on était à Nantes, quand j'ai été chargée de consulte à Nantes, quand il était, il y avait un niveau de formation qu'on n'avait absolument pas connu. Donc quand même, ils sont beaucoup plus compétents. Ils ont pris en main leur charge de travail. Maintenant, les jeunes travaillent moins. C'est sociétal, c'est pas que les vétos. Mais à contrario, j'ai rencontré moins de jeunes aussi passionnés qu'on pouvait l'être. Et dans les autres points négatifs, non, j'en vois pas trop. Ils arrivent à mieux s'organiser, ça, je pense que c'est quand même bien pour leur équilibre de vie, quoi. On est peut-être un peu entre deux systèmes, quoi. Oui. Aujourd'hui, je pense justement avec ce système libéral, comme tu l'as connu, qui est... Après, il ne faut pas que le curseur aille trop loin dans l'autre sens. On verra, l'avenir nous le dira. Est-ce que... pour parler de sujets un petit peu plus loin du vétérinaire... est-ce que tu as des livres qui ont été fondateurs dans ta vie, que tu aurais envie de conseiller aux gens qui nous écoutent? Oula. Alors, un qui me vient comme ça, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Pourquoi? Je ne sais pas. Un autre livre, Les Déferlantes. Oui. Un livre assez extraordinaire. Voilà. Tu aimes lire? Tu lis beaucoup? Je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Je me tourne vers mon compagnon parce qu'il trouve que je passe un peu trop de temps à lire. Oui, je lis beaucoup. Alors, de tout. Mais des polars, des classiques, des livres plus modernes. Voilà. Bon, et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune vétérinaire qui travaille aujourd'hui, qui a du mal à s'organiser, qui a du mal à trouver des remplaçants pour
l'aider à trouver un point d'équilibre. Aujourd'hui, on a ces gros groupes, puis on a beaucoup de jeunes vétérinaires qui sont seuls. Oui. On a pas mal de gens dans le paysage français qui sont seuls, qui font face à des problématiques de garde, d'urgence, avec des difficultés à recruter, même s'ils ne veulent pas rester seuls. Et donc des situations qui peuvent être complexes. Tout devient compliqué, se former, partir en vacances, prendre soin de soi, etc. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? D'avoir confiance et d'accepter les changements, que les jeunes là qui sont là sont porteurs de plein de bonnes idées et qu'il faut accepter qu'ils aient une façon de voir le métier différente de la nôtre. Et quand on prend soin de ses salariés, en général, ils restent et ça nous permet, ça va leur permettre, eux, de pouvoir mieux équilibrer de leur vie. D'essayer d'accepter le changement et d'avoir confiance. Parce que c'est un très beau métier, mais il faut se faire aider, s'entourer, ne pas rester seul, avoir des personnes sur qui s'appuyer. Et parce que finalement, tu faisais remarquer, tu dis que les jeunes vétérinaires sont bien formés. Ce qui est vrai, moi j'ai vu le système de l'intérieur quand j'étais à l'école vétérinaire. Maintenant, même un vétérinaire tout seul, il est chef d'entreprise, il a des challenges de relations de RH, il a des challenges d'organisation, d'organisation financière de son entreprise, etc. Est-ce que tu penses que de ce plan-là aussi, il y a eu une progression? Tout se complexifie, ça c'est sûr. Après, il y a eu une première étape avec les GIE, ces groupements qui ont quand même apporté beaucoup de choses. Ça mutualisait quand même la formation, beaucoup de choses. Mais je pense que le modèle du veto tout seul, c'est plus possible de nos jours. Donc finalement, ton message, ça serait regroupez-vous. Regroupez-vous, ne pas rester seul. C'est des métiers trop exigeants, trop difficiles pour rester seul, surtout en tant que femme. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette expérience de devenir maman alors que tu as une vie de vétérinaire libérale trépidante? Alors, c'est une bonne question, parce qu'à l'époque, rien n'était prévu. Alors, je vous parle d'une époque que les moindres n'ont pas connue. En plus, moi, j'ai eu mon premier fils, j'ai attendu le second un peu trop vite. Donc, il est arrivé au moment de mon installation, ma première installation. C'était compliqué parce que j'avais l'impression de ne pas leur consacrer assez de temps. Moi, j'ai pu faire tout ça, comme je le disais tout à l'heure, grâce à mon mari, qui est vraiment était partie prenante dans toute cette organisation, toute cette. Mais j'aurais aimé que les choses soient mieux organisées pour les femmes, tant au niveau de la profession, des aides, des arrêts maladie, de la maternité. Après, moi, j'ai fait simplement, on avait quelqu'un à domicile à la maison qui s'occupait des enfants. Donc, tout mon salaire passait dans cette dame qui s'occupait des enfants. Je prenais mes mercredis après-midi, donc ça, c'était quand même bien. Et puis, quand j'étais au travail, en urgence, le week-end, mon mari était là. Après, mes enfants ont été un peu bousculés par cette vie un peu trépidante, mais je pense qu'ils ne m'en veulent pas trop aujourd'hui. Voilà. Bon, le mot de la fin, qu'est-ce que tu auras envie as-tu quelque chose que tu aimerais ajouter pour nos auditeurs? De te remercier déjà, cet échange est vraiment sympa, puis on a passé de beaux moments ensemble auprès des chevaux, ça c'est beaucoup de beaux souvenirs, et de souhaiter courage et confiance à tous nos jeunes vétérinaires, que c'est quand même un métier passionnant, un
le cheval, c'est notre moteur, à nous tous, et qui n'abandonne pas, surtout, qui se fasse aider. Faire confiance à leur passion, parce que la plupart à la base quand même, je pense qu'il y a un choix de passion derrière ce métier, donc peut-être qu'il faut se laisser un peu porter par ça aussi, pour vivre passionnément les choses. Ça sera le mot de la fin. Vivez votre vie de vétérinaire avec passion. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que cet épisode du Veto du mois vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Avant de vous quitter, je vous invite à retrouver dans la description de cet épisode une petite bio de notre invité et les éventuelles références faites dans l'épisode. Si vous souhaitez nous contacter pour poser des questions, proposer des invités, partager des réflexions, eh bien n'hésitez pas. Vous avez les liens toujours dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée. Encore 1000 merci de nous écouter. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, continuez à vivre votre métier avec passion.